François Picard et Aurélie Elmlinger qui interviennent au nom de la Société française d'ethnomusicologie. Alors je les présente rapidement. François Picard est professeur d'ethnomusicologie à Sorbonne Université. C'est également le président de la Société française d'ethnomusicologie. Il a notamment été responsable, je le remarque, de la chaire geste acoustique musique. Donc je pense qu'il est aussi ouvert aux questions interdisciplinaires. Il a siégé pendant de nombreuses années au Conseil national des universités en section 18, également au CNRS en section 38. Il est également musicien puisqu'il joue de la flûte xiao et de l'orgue à bouche sheng au sein de différents ensembles. Quant à Aurélie Elmlinger, elle est chercheuse au CNRS. Elle est directrice du CREM, c'est le centre de recherche en ethnomusicologie à Paris-Nanterre. Son approche s'appuie principalement sur les recherches en sciences cognitives, donc là aussi l'interdisciplinarité qui nous intéresse. Et elle est également musicienne puisqu'elle pratique différents instruments depuis de nombreuses années. Donc leur communication s'intitule « Approche et pratique de l'ethnomusicologie en France, d'hier à aujourd'hui ». Merci. Sans surprise, j'ai le privilège d'incarner hier et puis aujourd'hui un petit peu, et Aurélie aujourd'hui et puis demain. Donc on commence par hier, aujourd'hui. Ma présentation s'appuie sur la base de l'ethnomusicologie comme science, et plus généralement la science, que je définis par une chanson empruntée à Colette Magny, l'âme vivante du marxisme, l'analyse concrète d'une situation concrète. Voilà, donc mes matériaux, ça va être le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive, entre guillemets, de la Société française d'ethnomusicologie le 7 mars 1983, l'annuaire de la Société française d'ethnomusicologie 2002, le symposium, vendredi 18, samedi 19 janvier 2019. Et voilà. Avant, moi j'y étais pas, personne du conseil d'administration actuellement n'y était, avant 1983. L'ethnomusicologie s'est constituée sans doute dans les années 30 avec André Scheffner, qui est arrivé au Musée de l'Homme et qui a été, ce qui n'est pas négligeable dans notre histoire commune entre sociétés, il a été à un moment président de la Société française de musicologie. Hein, je dis bien pour une fois, musicologie. Donc il a été possible d'être pleinement ethnomusicologue, puisqu'il en était un. C'est lui, dit-on, même s'il l'a renié, qui a inventé le mot ethnomusicologie en français, bien plus tard. L'ethnomusicologie, elle vient en particulier beaucoup de là, elle vient des musées. Notre histoire est faite des allers-retours entre ministère de la Culture et ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur, tel que c'est constitué, pour prendre les termes d'aujourd'hui, et avec un long glissement, musée, CNRS, université, et pour le futur, ce sera ma conclusion, je pense, en prenant un modèle sur ce que fait l'ASFAM. Le futur, c'est les conservatoires, c'est la formation des musiciens, c'est la musique. En 1983, c'est autour de ce passage CNRS-Université, très concrètement, très prosaïquement, que Maurice Fleuret, Bernard Lorta-Jacob, selon la légende orale, telle qu'elle a été notée par écrit, dans une brochure publiée dans la fameuse collection Recherche du ministère de la Culture, alors initiée, dirigée par Genevois. Donc, en 1983, Maurice Fleuret veut, amoureux, donc grand critique musical,
ami de personnel de Yannick Xenakis, ami de beaucoup de compositeurs et de musiciens vivants, et amoureux de la petite messe solennelle de Rossini dans sa version avec harmonium, comme moi, et grand amoureux de l'Orient, de Java, fanatique inconditionnel du Mvet, du Gabon, illustré par Pierre Salé dans ses publications. Maurice Fleuret et son conseiller pour les musiques traditionnelles, Bernard Lorta-Jacob, disent l'avenir de l'ethnomusicologie, c'est qu'elle rentre à l'université. Elle doit rentrer à l'université en ethnologie, elle doit rentrer à l'université en musicologie. Ce se fera par des créations de postes, mais les créations de postes ne peuvent se faire que par, actuellement, dans les discussions, que par un appui du ministère de la Culture, de façon à ce qu'il y ait déjà des chargés de cours qui soient payés, pas seulement des CNRS, des gens un peu plus investis. Donc se réunissent le 7 mars 1783, Gilbert Rouget, CNRS Musée de l'Homme, Mireille Elfer, CNRS Musée de l'Homme, équipe 165, je ne vais peut-être pas le redire à chaque fois peut-être, Monique Brandilly, CNRS Musée de l'Homme, équipe 165, Hugo Zem, pareil, Brunard Lorta-Jacob, pareil, Sherazade Kassim Hassan, son profession, elle était sans doute doctorante ou jeune docteur peut-être. Tran Quarai, CNRS Musée de l'Homme, équipe 165. Pribislav Pitoev, pareil. Claude Blanc, pareil. Kinrock 10, CNRS, mais pas Musée de l'Homme. Maggie Pichonnet-Andral, CNRS, Musée des Arts et Traditions Populaires. Tran Van Key, CNRS, mais pas Musée de l'Homme. Simra Rome, CNRS, pas Musée de l'Homme. Pierre Salé, maître assistant à Metz, déclare-t-il à l'époque. Jean Schwartz, CNRS Musée de l'Homme. Geneviève Dournon, Musée de l'Homme, mais pas CNRS, mais quand même l'équipe de recherche 165. Monique Després, CNRS Musée de l'Homme, équipe 165. Et Vincent Dehoux, CNRS, pas Musée de l'Homme. Donc, sur 18 membres présents, qui représentent donc la totalité de la société, il y en a 15 CNRS, un musée de l'Homme et 12 qui appartiennent à la même équipe de recherche. En 2002, Jean Lambert, Pribislav Pitoev, Nathalie Fernando, Simra Rome, Pierre Bois, Philippe Bruguière, Bertrand Lorta-Jacob, François Picard, juste pour prendre le conseil d'administration, 116 membres à l'époque. Jean Lambert, Musée de l'Homme. Pribislav Pitoev, toujours, et comme Lorta-Jacob, toujours CNRS, toujours Musée de l'Homme. Nathalie Fernando, est-ce qu'elle était déjà, elle était déjà docteur sans doute en 2002, est-ce qu'elle était déjà maître de conférence? Oui, hein, donc maître de conférence à Saint-Étienne. Donc c'est la grande réussite du programme de Lorta-Jacob et Maurice Fleuret, c'est qu'il y a eu des créations de postes de maîtres de conférence et de professeurs à l'université en ethnomusicologie, à Nanterre, d'abord à Tours, à Nanterre, et tout ça suit cette période de 1951. Tours, Nanterre, Paris 8, Paris 4, Toulouse, voilà, et ça continue. Je continue la liste. Donc Simra Rome, maître fondateur. Pierre Bois, Philippe Bruguière. Donc là, on voit réapparaître le musée, les musées et la diffusion. Pierre Bois, musicologue, docteur, etc. et chercheur, et travaille dans une institution de diffusion, la fameuse Maison des Cultures du Monde. Et Philippe Bruguière, après avoir erré comme d'autres au musée, et lui c'était au musée Guimet, comme Mireille Elfer, la première présidente de la SFE, Philippe Bruguière, qui va prendre sa retraite, qui est au musée de la musique, donc à la Cité de la musique à l'époque.
Et donc Lorta Jacob, je l'ai déjà dit, et François Picard. Donc je venais d'être nommé comme premier président premier professeur de l'histoire de l'ethnomusicologie en France. Donc on a ce passage assez nettement déjà du CNRS à l'université, avec toujours la présence importante des musées. Et pour prendre, avant de prendre l'affiche aujourd'hui, pour prendre le conseil d'administration d'aujourd'hui, donc Lara Biermann, maître de conférence à Paris 8, Anita Air, Prague, non, à Terre, à l'Université d'Evry, Véronique de Lavener, à Terre, à la Sorbonne, Cécile Delettré, doctorante, et qui est professeure au CNSM d'épée. Donc les deux conservatoires nationaux, d'abord Lyon bien avant, puis Paris, ont des professeurs d'ethnomusicologie. Et en plus de la classe, la fameuse classe d'improvisation, donc Patrick Moutal, puis aujourd'hui Henri Tournier, donc qui continue cette présence de l'ethnomusicologie à travers la pratique. Talia Bachir-Loupid, donc que vous avez déjà vu, donc maître de conférence à l'université de Tours, Stéphanie Weisser, qui est passée par le musée, le fameux musée instrumental, hein, le MIM de Bruxelles, et qui travaille entre université et centre culturel. Et Ingrid Legargasson, pareil, chercheuse, indianiste, historienne de la musique. Quelquefois, elle a la coquetterie, ou je ne sais pas, de ne pas se mettre comme ethnomusicologue, mais comme historienne de la culture indienne, etc. Et qui travaille actuellement à Vitré, donc dans la Maison des cultures du monde. Donc c'est ce rapport-là, c'est ce que je voudrais souligner. On a toujours un peu les musées, on a toujours les institutions musicales. On a provisoirement, mais je pense que c'est juste conjoncturel, pas de personnel CNRS, mais on peut quand même souligner qu'on est 4 à faire partie de... Hein, puisque mes adversaires vont le souligner, donc je le souligne moi-même. On est 4 à faire partie d'une équipe, qui est un laboratoire CNRS, université, ministère de la Culture, Bibliothèque nationale de France, donc l'Institut de recherche en musicologie, IREMUS. Donc le CNRS reste une institution très présente, avec moins de titulaires, mais toujours une présence très importante. Je voudrais signaler dans les participants, et ce sera mon dernier mot, au symposium, donc outre les personnes déjà citées, donc Aurélie Henninger, qui est, elle, vraiment la responsable, elle est CNRS, elle est la responsable de l'équipe CNRS Nanterre. Joanny Curtet, Denis Laborde, Gilles Delbar, donc qui vont représenter encore le CNRS, l'université, le musée et la philharmonie. Des indépendants, Geoffroy Colson dans les posters, Gérald Guyot qui enseigne dans une haute école de musique, Lauriane Lemasson, Farrokh Varabzadeh, donc qui représente aussi depuis Sherazade Kassim Hassan, Tran Kwanhai, Tran Vanke, King Hogdi, depuis les pères fondateurs. On a une présence très forte, bien sûr, de l'ethnomusicologie du lointain, avec les Français qui allons étudier les musiques lointaines et apprendre les langues et les pratiquer, mais également des gens qui viennent du lointain et qui font souche en France, ou qui viennent du lointain et qui repartent dans le lointain, qui sont en général plutôt spécialistes de leur lointain, mais bien au-delà, puisque Farrokh Varabzadeh aussi un interdisciplinaire
connu pour ça. Et je voudrais saluer la présence particulière je crois que c'est le deuxième trimembre de la société, de 3 sociétés ici présents, ou même pas présents. Jean-Jacques Natier, et puis la présence que vous allez entendre tout à l'heure d'Éric Marchand, bon, bien sûr, un des 2 plus grands chanteurs bretons, pour vexer personne, vivant et actif, et qui est un initiateur. On a commencé en 1989 dans un bistrot à côté de la Maison de Culture du Monde. Quand il a commencé à me demander, et toi, la modalité, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, je n'ai pas encore réussi à lui expliquer, mais on ne désespère pas. Et en tout cas, on fait un travail dans lequel on a le talent d'Éric Marchand permet d'associer des musicologues de conservatoires, comme Gérald Guyot, de l'université, du CNRS, ou anciennement du CNRS, comme Jean During, des praticiens, Henri Tournier du conservatoire, des praticiens, des spécialistes locaux de musique, pas si locale que ça, comme la musique arabe. Et tous ensemble, on essaye de travailler pour faire comprendre la modalité, même à un musicien breton, pour reprendre la fameuse définition des sciences humaines en tant que science de Max Weber, qui disait que être scientifique, c'est être compris même des Chinois. Donc pour nous, ça va être compris même des Bretons. Merci.